bienvenue pour la deuxième fois au sein de l'Observatoire du réel. Et avant de te donner la parole sur le sujet de ta conférence de ce soir, je veux bien que tu te présentes un peu ton cheminement au sein de ton cursus de médecin, tes choix d'homéopathe en 5-10 minutes. Bonsoir. Bon, mais déjà en médecine, je reconnais que j'avais un petit peu remis en question ce qu'on m'apprenait et je cherchais une autre voie que la voie de l'anti, c'est-à-dire la voie de l'allopathie. Et les circonstances ont fait que mon ex-femme, pendant que j'étais en fin d'études, est tombée assez gravement malade avec une maladie rénale chronique. La faculté n'arrivait pas à l'en sortir et ma belle-mère de l'époque, qui était pharmacienne férue d'homéopathie, l'a kidnappée, si j'ose dire, pendant que j'étais de garde pendant 3 jours, l'a amenée chez son homéopathe, qui l'a guérie en 1 semaine. Elle était guérie, donc ça m'a remis en question. Et j'ai décidé de réfléchir un peu autrement. Et alors que normalement j'avais plutôt le désir et la possibilité de faire une carrière universitaire, j'ai décidé d'aller faire mon service militaire en coopération pour prendre du temps pour réfléchir. Et donc vous pourrez lire dans un de mes livres un petit peu le circuit que j'ai suivi. Et déjà en coopération, mais alors que chez des amis homéopathes, la plupart du temps, quand ils démarrent avec la grippe de la petite, hein, ou l'angine de la cousine. Moi, mes premiers essais et mes premières réussites, ça a été au Maroc, méningite, choléra, des maladies graves comme ça, et stupéfait des résultats obtenus par l'homéopathie, puisque c'était mieux que de les laisser mourir. À l'époque, c'était assez folklorique, la médecine classique dans les hôpitaux marocains. Voilà, donc j'ai décidé de poursuivre ce chemin, je me suis formé. J'ai commencé à pratiquer en 78, ici à Paris. Et tout de suite, ça m'a passionné d'essayer d'approfondir plus la compréhension de l'homéopathie. Alors je vais chanter, parce que la question n'est pas de parler de moi, mais simplement si je suis là ce soir, c'est contrairement à la fois dernière, moi je crois qu'il y a bien 12 ans ou 15 ans, je ne vais pas vous expliquer ce qu'est l'homéopathie, ce n'est pas le sujet du jour. Enfin, c'est Rémi qui a décidé, de toute façon. Après, je pense après des discussions, avoir lu mon livre. Et il m'a demandé donc de faire un exposé sur l'homéopathie, chemin de réalisation de soi, ou réalisation de son soi, selon Jung. Alors, je débutais l'homéopathie, je pratiquais depuis 1 an ou 2. Je reçois un copain médecin, classique, mais très ouvert à toute haute forme de médecine, et qui vient me voir en me disant, écoute, je suis quasi né avec un asthme, j'ai un asthme constitutionnel, j'ai 40 ans de cortisone et autres produits derrière moi, est-ce que tu pourrais faire quelque chose pour moi? Et donc, nous avons travaillé ensemble. Du point de vue homéopathique, j'ai eu la chance que le cas, pour moi, de mon point de vue, était simple, et donc je l'ai complètement guéri définitivement de son asthme chronique. Lors d'un dîner avec des amis, une grande tablée, tout à coup revient la question de l'homéopathie, et il dit, ah ben mon vieux, devant tout le monde, il faut vraiment parler des effets ravageurs de l'homéopathie. Mon sang ne fait qu'un tour, je sens piquer au vif, et je lui dis quand même, tu peux peut-être dire plus exactement ce qui s'est passé. Ah, il me dit oui, non, mais Servet, il m'a guéri mon asthme constitutionnel, qui me dit, mais ça a eu des effets ravageurs, lesquels j'ai quitté ma femme. En fait, je connaissais un peu sa femme, c'était plutôt un sergent-chef
qu'une épouse. Elle était assez épouvantable, faut-il le reconnaître. Et lui, il était un peu le petit toutou, c'est-à-dire il était gentil, un garçon assez timide, simple, et il se faisait complètement emmener par le bout du nez, et il n'était visiblement pas heureux du tout. Et donc, ça m'a fait réfléchir en me disant, tiens, je donne un remède profond, qu'il transforme sur le plan physique, qui guérit une maladie à peu près incurable par l'allopathie, et comme par hasard, il change sa vie. Et d'autant que du fait que dans ce dîner, j'ai observé qu'il était beaucoup moins refermé sur lui-même, qu'il était beaucoup plus ouvert, qu'il avait l'air beaucoup plus heureux. Voilà. Donc tout ça pour dire que l'homéopathie, j'ai commencé à comprendre qu'elle pouvait réorienter les patients vers, disons, leur chemin de vie. Et c'est un peu ce que je voudrais faire aujourd'hui. Comment un remède d'action profonde peut influencer la vie de quelqu'un dans le sens d'une sorte de réappropriation de sa vie, de découverte de sa liberté. Alors, comme Pierre Bellemare l'a dit, les gens aiment qu'on leur raconte des histoires, et donc j'ai suivi ce bon conseil, et je vais passer une partie de l'exposé à vous raconter des histoires. Je serai obligé, bien sûr, ce sera ponctué d'aspects plus théoriques ou de réflexion autres. Nous commençons tout de suite avec Adèle. Elle a 48 ans, elle a une spondylarthrite ankylosante. Elle a 48 ans, après elle a fait de longues études, elle a fait un doctorat, je crois en anthropologie, elle se balade un peu partout dans le monde, elle s'est occupée d'ONG, elle a une curiosité de la vie qui lui a fait faire moult choses, jusqu'au jour où elle a décidé de se poser, et avec son amoureux, de faire 2 enfants, qui, quand je la vois, ont 4 et 6 ans. Elle finit par devenir, par amour des enfants, par devenir institutrice. Elle est d'origine paysanne, elle est la 3e d'une fratrie de 4, chargée, me dit-elle, par son père, dès l'âge de 10 ans, de s'occuper de sa mère handicapée et de s'occuper de la maison. Elle me dit, je me suis démultiplié, j'ai porté depuis toujours tous les soucis de la famille, assumant des responsabilités excessives pour mon jeune âge. Une vie de surmenage depuis l'âge de 10 ans. C'est une petite bonne femme bien sympathique, mince, pétillante, et elle a une grande détermination à essayer de dépasser sa maladie, de ne pas se laisser écraser par ce qui lui arrive. Spondylarthrite ankylosante, c'est très, très handicapant. Elle n'est pas aidée par son mari, qui est à la traîne et qui se repose sur elle. Je m'oblige chaque semaine à nager, seul moment de détente où mon corps ne me fait pas souffrir, car je n'ai plus à supporter son poids. Mes douleurs sont usantes. À certains moments, mon corps est pris tout entier. Alors, quelques caractéristiques de ces douleurs. Vous verrez ici pourquoi j'ai mis ça, pour vous expliquer combien en homéopathie, on ne s'intéresse pas à quelqu'un qui a mal. J'ai mal, on ne peut pas prescrire sur j'ai mal. Il faut définir au maximum tous les éléments des symptômes. Et donc pour elle, par exemple, c'est pire la nuit, elle a été améliorée pendant la grossesse. Elle dit, le pire, c'est les gestes répétitifs, ainsi que les secousses. Les douleurs viennent par poussées, elles sont pires dans des positions tenues, il faut un peu bouger, elles sont améliorées par le mouvement continu, par l'eau froide. Vous voyez, tout ça, c'est très précis. Pour vous expliquer comment fonctionne l'homéopathe. Il cherche des symptômes précis.
parce que sinon, pour une spondylarthrite ankylosante, il doit avoir à peu près 300 remèdes possibles. Hein, donc, amélioré en climat chaud, etc. Elle est frileuse, elle a un grand besoin d'air, et d'air frais. Elle adore d'ailleurs la moto. Je vais noter, j'essaie de faire une espèce de synthèse, hein, une consultation homéopathique, surtout la première, ça prend minimum 1 heure. Je note ce qui peut être un peu intéressant. On note aussi bien les symptômes physiques que les symptômes psychiques ou même les rêves. Ici, c'est intéressant, ces rêves. Elle a des rêves qui se répètent. Soit c'est son enfance, la ferme familiale, ça peut se comprendre. Soit c'est inexplicable, mais elle me dit ça se répète, des longues routes droites, que vous pouvez voir là. Ou alors des vagues qui menacent de l'engloutir, ou encore des chevaux. Comme vous voyez, bon, ce n'est pas elle, bien sûr, hein, mais elle a une espèce de visage un peu en lame de couteau, le nez pointu. Et ça exprime combien elle a une espèce d'expression déterminée et une énergie nerveuse. Ses yeux sont perçants, sa posture est très droite, alors que lorsqu'elle est avec des enfants, elle est empreinte d'une douceur infinie. Elle déteste les rapports de force, elle préfère fuir. Et c'est d'ailleurs son problème avec son mari, qui lui est un grand égoïste, assez agressif, qui prend peu part aux affaires de la maison et à la charge des enfants. Je sais combien je suis paradoxal. On me croit fragile avec ma minceur et mes petits os. Et pourtant, j'étais hyper résistante au sport. Je continue d'ailleurs à adorer bouger, voyager, être en mouvement et à l'air. Ça m'est indispensable. Plus jeune, je faisais beaucoup de danse. Je suis quasiment né sur un cheval, qui est pour moi un vrai compagnon, et qu'on retrouve dans ses rêves. Je suis aussi très lié à l'eau, pas la mer, mais les rivières, les étangs, que j'aime avoir toujours autour de moi. Elle s'est d'ailleurs arrangée pour habiter en banlieue, dans un endroit près d'un lac. J'adore l'eau qui coule. J'adore être sous la pluie. La nature, de toute façon, pour moi, est fondamentale. Elle est très impressionnable. Et elle me dit, je ne supporte plus cette pression insupportable de la vie moderne. Moi, je voudrais la campagne, un jardin, des activités manuelles, des escapades, mes enfants autour de moi, une forme d'harmonie sans stress. J'aurais besoin d'être légère dans tous les sens du mot. J'ai presque renoncé à l'idée d'avoir un 3e enfant, mais j'en rêve. Je réfléchis, à partir de tous ces éléments, encore plus nombreux d'ailleurs que ceux que je vous ai donnés, et à partir de là, je vais lui donner un remède. À partir de ce remède, tout va changer. Je vous passe les détails des prescriptions parce que c'est un remède que je vais répéter au fil des 2-3 ans qui vont suivre jusqu'à arriver à complètement la guérir de sa spondylarthrite ankylosante. Et nous nous retrouvons un peu plus tard avec d'excellentes analyses biologiques et cerise sur le gâteau, elle a pris des grandes décisions. Sachant que, vu sa nature profonde, elle ne peut pas rester en région parisienne,
Elle voulait trouver un job qui ne soit pas épuisant et une vie qui lui convienne, ce qu'elle a trouvé en découvrant en province un poste dans ce qui est d'ailleurs sa spécialité, un poste comme institutrice dans une école Steiner. Elle me dit, je ne veux plus retomber dans les pièges du passé. Heureusement, ce projet et cette décision que j'ai prise satisfait tout le monde. Mes enfants sont absolument ravis de quitter la région parisienne, d'être plus à la campagne. Et finalement, avec mon mari, il s'est rendu compte qu'on s'entendait bien, mais à mi-temps ou à quart-temps. Et c'est lui qui fait le trajet pour venir nous voir régulièrement, donc tout va bien. Donc si vous voulez, là, on a affaire à un cas, c'est pour ça que je voulais présenter un peu spectaculaire, de quelqu'un qui, bien qu'il ait, on pourrait dire, apparemment tout dans la vie, est malheureuse et est malade. Et c'est, comme souvent je le fais, le moment de se poser la question, mais pourquoi est-elle malade? En général, j'essaye de trouver du sens à la maladie des patients, parce que ça peut les aider, puis ça m'aide moi. Donc, apparemment, elle suivait son chemin de vie, mais qui ne lui convenait pas. Pourtant, elle avait des enfants, elle avait un métier qu'elle adorait, etc. Alors je me dis, pourquoi donc cette maladie? Quel manque? Quel désir non accompli? Quelle est la souffrance d'Adèle? Et me revient à l'esprit les expressions qu'elle a utilisées, le poids de mon corps, les gestes répétitifs de jeune maman, a-t-elle ajouté, qui utilise beaucoup ses pinces. C'est assez significatif. Elle est améliorée par le mouvement continu, l'air frais, le grand air. Elle rêve de grandes routes droites, de vagues qui vont l'engloutir. Elle déteste les rapports de force. On la croit fragile et pourtant elle est hyper résistante. Elle est très liée à l'eau, pas la mer, les rivières, les étangs. Elle adore la pluie, elle adore même être sous la douche. La nature pour elle est fondamentale. Elle a besoin d'un horizon dégagé. La vie moderne lui est insupportable. J'ai besoin, dit-elle, d'être légère. Je ressens comme des cailloux sous les pieds à cause de sa maladie. Je sens que je charge trop la bête. Heureusement, elle a aussi une autre échappatoire, c'est qu'elle est de plus en plus attirée par une démarche spirituelle et elle fait de la méditation. Je ne suis pas ancrée au sol, rajoute-t-elle. La danse était pour moi libératrice. Pour ne pas avoir trop mal, je marche vite, je survole. Et elle rajoute, je ne veux plus tomber dans les pièges du passé. Et à partir de là, si vous voulez, la réflexion me vient, mais en fait, qu'est-ce qui pourrait définir cette patiente? Un des mots-clés, c'est le mouvement, visiblement, dans tous les sens. Mais pas n'importe quel mouvement, c'est un mouvement de haut en bas, elle est écrasée, c'est lourd, c'est pesant, et un mouvement de bas en haut, elle veut survoler, elle veut être légère, ce qui va complètement dans le sens de sa maladie. Et donc, soit elle souffre de la rudesse et du poids de la vie, de la pesanteur, d'avoir les pieds dans la glaise, soit elle s'échappe, et pourtant elle ne peut pas s'échapper complètement. Elle a sa vie, elle a ses enfants, elle a son métier.
Donc il y a aussi en même temps un attachement à toutes les vertus terrestres. Et donc elle cherche cette espèce d'entre-deux impossible qui résoudrait sa dualité. Donc elle ne s'accommode ni du monde d'en bas, ni du monde d'en haut. Elle ne trouve pas cet équilibre qui lui permettrait d'être là, tout en étant ici. Une espèce de, d'identité un peu fragile. Alors ça, ce sont des réflexions personnelles à partir du fait que j'ai analysé tous ces symptômes, et comme je vous l'ai expliqué, les symptômes intéressants en homéopathie, ce sont des symptômes précis, spécifiques. Bon, ceci, je vous passe très très rapidement. D'abord, c'est en anglais. Deuxièmement, vous ne devez rien y comprendre. Ce sont simplement l'illustration des symptômes que j'ai pris en considération pour essayer de comprendre ma patiente. Et vous, comme vous remarquez, vous avez certaines douleurs où il y a seulement une dizaine de remèdes, alors que à d'autres endroits, vous avez, par exemple, je ne sais pas comment ça marche, vous avez 170 remèdes, donc ça ne nous aide pas. Et donc vous voyez les symptômes qu'elle m'a cités, hein, elle rêve de sa famille, de voler, elle rêve de routes parallèles, c'est quand même étonnant, mais vous retrouvez ça dans la matière médicale, du remède. C'est pas, je vais vous expliquer comment, quand je vous parlerai de comment on a étudié les remèdes. Donc ce n'est pas une invention, tout ça, c'est ce qu'elle m'a dit. Ça, c'est rêve de vagues et d'être inondé par ces vagues, etc., etc. Alors, qu'est-ce que je lui ai donné? Je lui ai donné en latin l'Alietus, le céphalus. Qu'est-ce que c'est? C'est la pigargue à tête blanche. Comme vous le voyez, c'est une bête absolument magnifique. En homéopathie, nous utilisons des souches d'origine végétale, minérale et aussi d'origine animale. Donc ce remède correspond à des individus qui planent entre deux mondes, qui veulent participer à l'un comme à l'autre monde. S'ils sont trop proches, ils n'accommodent pas correctement. Et là aussi, dans les symptômes de la matière médicale de ce remède, vous trouvez problème d'accommodation. Donc c'est un remède qui peut être utile pour aider à une meilleure accommodation. Et on retrouve ça chez la bête. Il est piégé donc. Il est piégé et il doit en permanence ajuster sans trop y arriver. Je vais maintenant continuer avec quelques réflexions plus théoriques. Trop souvent, comme beaucoup d'entre nous, vie et survie se confondent dans une espèce d'entrelacs de contraintes insurmontables, incontournables, et de confrontations inévitables. Et souvent, nous vivons avec le nez sur le guidon, en perdant conscience qu'une vie harmonieuse et plaisante est possible. La vie est rude, parfois injuste, elle est semée de tracasseries, d'embûches, d'adversité, et selon notre immunité, entre guillemets, personnelle, nous allons réagir plus ou moins bien, selon, en utilisant un mot à la mode, notre résilience personnelle. Cette résilience personnelle dépend de beaucoup de facteurs génétiques, bien sûr, de facteurs épigénétiques, sûrement plus encore, de notre éducation, de notre équilibre intérieur, de notre aptitude donc à surmonter, dépasser, tolérer
ou relativisée. Et selon chacun, cela pourra induire et des maladies ou des troubles névrotiques différents. Et c'est là que l'action subtile et puissante d'un remède homéopathique bien ciblé et profond peut être souveraine, puisqu'il est prescrit par définition en fonction de l'idiosyncrasie de chacun. L'idiosyncrasie, c'est la spécificité, c'est en quoi chacun est différent de l'autre. Cette médecine ne se contente pas de traiter des symptômes ou de guérir des maladies, mais elle a pour but ultime d'alléger la problématique profonde de chacun et de lui permettre de s'insérer plus facilement dans l'aventure de la vie. Une des principales clés du bonheur, c'est de donner sens à sa vie. Ne plus se contenter d'être ballotté à gauche et à droite selon les circonstances ou les opportunités. Combien d'entre nous subissent leur vie sans jamais arriver à prendre les rênes de leur destinée pour pouvoir cheminer plus en conscience. Le vrai remède simillimum, comme on dit, c'est-à-dire le remède le plus profond pour la personne, je vais vous expliquer tout ça, peut énormément nous accompagner, nous aider à nous délester de tous ces oripeaux qui nous accablent, qui nous entrament, qui nous freinent, pour aller vers la reconquête de soi et du soi, selon Jung. La peur s'avère être vraiment notre talon d'Achille à tous. Et, comme je le disais, c'est souvent à elle que nous abandonnons les rênes de notre vie. Et c'est donc à cette peur fondamentale, existentielle, qu'il faut damner le pion. Tentons d'être les acteurs de notre vie. Alphonse Daudet disait « Où serait le mérite si les héros n'avaient jamais peur ?» Toute maladie, en fait, fondamentalement, est une maladie de l'âme. Et cela s'incarne, échelon après échelon, le mental, l'émotionnel et finalement le physique. Ça s'incarne donc dans le corps. Et la maladie, en fait, le corps, pardon, en fait, est le réceptacle, si vous voulez, symbolique d'une âme en souffrance. Et c'est à cela que l'homéopathie, idéalement, devrait pouvoir s'adresser. Ce dessin, s'il est compliqué, s'il nécessite effectivement parfois beaucoup de consultations, d'approfondissements, etc., ce dessin n'est pas impossible, mais nécessite tout un travail d'approche et représente d'une certaine manière le Graal de la guérison. Nous ne tombons pas malades par hasard. Notre constante interaction avec le monde qui nous entoure nous bouscule sans arrêt. Et pour peu que l'information venue de l'extérieur, quelle qu'en soit sa nature, qu'elle soit une nature physique ou psychique, n'importe quoi, pour peu qu'elle trouve chez nous un juste récepteur, et ça dépend de son idiosyncrasie personnelle, on se déséquilibre, ou temporairement, simplement, une mauvaise nouvelle, on est malade pendant 48 heures, ou alors même de manière beaucoup plus profonde. Il faut savoir que le monde ne fonctionne que par échange d'informations, où tout, en permanence, est connecté à tout.
La vie sans ces échanges est impossible, y compris même pour le moindre plancton. Des ondes quantiques, de toute façon les physiciens quantiques connaissent ça, nous relient sans arrêt, sans fin. Le vecteur universel biologique de l'information étant l'eau, mais ce n'est pas le sujet ici. Il n'est donc pas étonnant qu'un organisme puisse trouver dans la nature, en similitude, mais en similitude de forme, si vous voulez, forme entre guillemets, puisse trouver dans la nature des similitudes avec certains éléments de cette nature, que ce soit des éléments minéraux, végétaux ou animaux. Et c'est donc au génie de Samuel Hahnemann, le fondateur, découvreur de l'homéopathie, que nous devons d'avoir pu extraire en fait l'essence de tous ces éléments de la nature, selon un procédé sur lequel je ne vais pas m'appesantir ici. Toutes ces informations, vous les trouverez dans mon petit bouquin « Qu'est-ce que l'homéopathie ?», qui répond absolument à toutes les questions possibles et imaginables que vous pourriez vous poser. Et donc, il s'agit de cette fameuse loi de similitude, telle que l'a exprimée Hahnemann, qu'il va falloir appliquer cette similitude entre un remède et un individu particulier. Et comment l'homéopathe doit-il faire pour sortir chaque patient du lot, pour essayer de lui trouver sa spécificité? Comment trouver l'essence de la personne? C'est ce que les scolastiques appelaient la forme. C'est ce que Aristote appelait l'eidos. C'est ce que Platon appelait l'idée. Platon, donc, montrant surtout un aspect transcendant, et Aristote, un aspect plus immanent et manifesté. Donc, ce qu'il nous faut, c'est comprendre et connaître le fil d'Ariane qui sous-tend l'expression de la vie chez un patient. Et c'est exactement de même nature que comprendre un remède en l'étudiant profondément pour comprendre aussi l'essence de ce remède. Et c'est un travail que j'ai commencé, moi, avec différents groupes, avec des collègues depuis les années 86-87. On a commencé à travailler différemment ces matières médicales qui étaient grosses de milliers, de centaines de milliers de symptômes venant de l'expérimentation, mais qui n'avaient pas de sens. C'était une espèce d'addition de symptômes. Et nous avons commencé à essayer de trouver du sens à tous ces symptômes, à trouver des thématiques au niveau de ces symptômes, pour se rapprocher plus de cette idée que, comme un patient, un remède était aussi un personnage. En fait, quelquefois, je me dis, cette patiente, je l'ai bien accompagnée, je lui ai guéri sa gastrite, je l'ai soulagé de son eczéma, etc. Et pourtant, j'ai l'impression que rien n'a changé, que je ne suis pas arrivé à guérir son âme, si j'ose dire. Dans ce sens, je ne suis pas arrivé à l'harmoniser dans sa vie. Et je me dis finalement, souvent je me dis, oui, bon, on n'a plus vraiment de maladie, mais son âme est plus malade que son corps, elle n'est pas bien dans sa vie. Et c'est toute la différence en homéopathie entre pouvoir traiter quelqu'un avec une similitude partielle, vous traitez le foie, vous traitez les rhumatismes, vous traitez un chagrin, vous pouvez,
et ce qu'on appelle la similitude totale, c'est-à-dire un remède beaucoup plus profond qui, lui, englobe absolument tout en partant du haut. Je vais vous donner quelques explications. Voilà, j'ai essayé de mettre ça sous forme de schéma. Vous avez ici le triangle, ça représente à la fois un patient et un remède. Les petits traits que vous voyez, ce sont les milliers. Vous savez, dans les expérimentations qu'on a fait en homéopathie depuis 2 siècles, certains remèdes nécessitent 100 pages de texte. Tant il y a des milliers de symptômes différents. Les petits traits donc correspondent à des symptômes. Vous voyez, des symptômes du patient. En bas, vous avez des symptômes très communs. J'ai mal à la hanche et c'est aggravé quand il pleut. Un peu plus haut, vous avez des symptômes un peu plus étonnants. C'est pour ça que j'ai ici, si vous voulez, j'ai mis le gradient de spécificité, à la fois du patient et du remède. Vous me suivez? Par exemple, à ce niveau-là, on est un petit peu plus haut, c'est des symptômes déjà un peu caractéristiques. J'ai une angine, je suis malade, j'ai très mal à la gorge, mais dès que je mange, j'ai plus mal à la gorge. Dès que j'avale, je n'ai plus mal à la gorge. Ou alors, j'ai une brûlure, lecteur, ma gorge est en feu. Qu'est-ce que vous faites pour vous soulager? Je bois un thé brûlant. C'est paradoxal. Donc c'est un symptôme qui a de la valeur. Quelqu'un qui vous dirait, je bois glacé, ça n'a aucune valeur. Vous comprenez? Donc on est dans la spécificité montante. Et tout en haut, vous avez les symptômes les plus rares, les plus bizarres, les plus particuliers, tant des symptômes physiques, tant des symptômes subjectifs, des sensations, ou alors des symptômes comportementaux, des rêves, des illusions. Le rêve de cette Adèle là, qui rêvait comme ça de lignes droites à l'infini, c'est incompréhensible. Donc c'est un symptôme bizarre et particulier. Donc il a beaucoup de valeur. Vous avez un autre remède, un remède B pareil. Maintenant, si vous comparez le remède A et le remède B, qu'est-ce que vous avez? Vous avez, par exemple, une partie en commun. Ça veut dire qu'il y a des symptômes qu'on va retrouver dans le remède A et dans le remède B. Hein? J'ai mal à la hanche quand il pleut. Bon, il n'y a pas un remède, il y en a 2, mais il y en a probablement une quinzaine. Vous voyez? Donc, le remède que vous allez donner à ce niveau-là est un remède dit qu'on appelle non pas similimum, mais similé, c'est-à-dire avec une similitude partielle. Et puis vous avez des remèdes qui sont beaucoup plus proches l'un de l'autre, qui ont en commun énormément de symptômes. Mais il n'y en a jamais 2 pareils. Au niveau de la spécificité maximum, chaque remède et chaque patient est complètement personnel. C'est-à-dire en haut, à la pointe, là, vous voyez, là se trouve la spécificité maximum, la caractéristique la plus fine de l'individu. Et là, vous êtes dans une similitude quasi totale. Ça, c'est un petit exemple pour vous montrer. Quand on fait des expérimentations, c'est très sérieux les expérimentations. C'est une vingtaine de personnes en général. Ça dure à peu près 2 mois. Une expérimentation sur une nouvelle substance. On continue à en faire actuellement pas mal dans le monde. Il y en a à notre disposition 3500, 4000. Alors c'est
Ça dure 2 mois. Il y a une vingtaine de personnes. Il y a ceux qui expérimentent la substance et puis ceux qui sont là pour noter au jour le jour les symptômes qui apparaissess. Et même dans notre monde moderne, moi j'ai participé à des expérimentations, eh bien j'étais le superviseur, un des superviseurs, et tous les jours, j'appelais mon expérimentateur en lui disant, alors comment ça se passe, qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que tu as eu? Ah ben ce matin à 11h, j'ai eu une espèce de malaise, ce qui ne m'arrive absolument jamais. J'ai été pris d'un malaise, je me suis rendu compte que j'avais une faim colossale et que je faisais une crise d'hypoglycémie. Je note 11h, faim terrible, etc. Et puis un autre jour, il me dit, j'ai jamais de maux de tête. Et là, à partir de 17h30, je note 17h30, j'ai une douleur sur la tempe gauche. Il me dit, j'ai l'impression qu'on me pénètre avec un forêt. Je note exactement. Donc vous voyez combien c'est précis. Et on arrive donc à des quantités de symptômes, mais vous avez devant vous un puzzle. C'est-à-dire qu'un puzzle de symptômes, mais comme je vous l'ai dit, avant tout le travail qui a commencé dans les années 90, c'était une addition de symptômes qui n'avait pas de sens. Et à partir de là, on a commencé à essayer de donner du sens. Et ceci est symptomatique. Vous voyez, la totalité du remède imaginé, c'est tout ce qui est en blanc. Et finalement, les symptômes qu'on a pu recueillir, les plus intéressants, c'est ce qui est en noir. Et pourtant, à partir de là, tout le monde a reconnu Marilyn Monroe. La même chose avec Charlie Chaplin. Il ressort de ceci que nous pouvons donc en homéopathie travailler et agir sur des niveaux très différents. Et avec donc des degrés de réussite qui correspondent. Vous pouvez travailler au niveau local, vous pouvez soigner une verrue avec un remède. Hein. Au niveau régional, les régions hépatiques par exemple. Au niveau général, au niveau fonctionnel, la fonction musculaire par exemple. Au niveau organique, vous pouvez soigner un organe. Le cœur, par exemple, il y a certaines maladies cardiaques qui sont accessibles à l'homéopathie. Un niveau psychosomatique, ou alors un niveau, je n'ai pas de meilleur mot, un niveau spirituel, un niveau plus élevé. Et dans le cas d'une guérison un peu profonde, c'est donc une guérison à la fois du corps, du psychisme, de l'âme. Celle-ci se pacifie, et il y a une espèce de réconciliation qui se fait presque avec toute la création. Il y a des gens qui vous disent, après un remède de fond, quand ils se sentent infiniment mieux, qui disent, c'est drôle, c'est étonnant, mais mes rapports au monde sont différents. J'ai l'impression que j'ai moins d'ennui, les choses se font de manière beaucoup plus lisse. C'est normal, puisque on réintègre l'énergie du monde. Alors, tout dépend du patient, mais tout dépend aussi du médecin homéopathe. Ça dépend de l'exigence du patient. Le patient qui vient parce qu'il a eu mal au pied, on va lui soigner son pied. S'il n'y a pas d'autre demande, on ne va pas forcer la demande. On ne va pas s'occuper de son âme, si j'ose dire. Ça dépend aussi de l'homéopathe. Il y a des homéopathes qui sont d'excellents praticiens, mais que ça n'intéresse pas du tout d'aller, je dirais, dans les hauteurs. Mais si c'est possible, on peut continuer cette quête plus haut. Comme je le dis, là, l'ulcère d'estomac, l'eczéma ou l'élite de Crohn est-elle guérie? Qu'en est-il de la personne et de sa relation au monde? N'oublions pas que dans toute maladie, toute affection,
si petite soit-elle, c'est l'être global qui est perturbé et non pas une simple fraction de lui-même. Alors ça, c'est encore intéressant, parce que on croit, parce qu'on a une cystite ou parce qu'on a une angine, qu'on a juste ça et que le reste va parfaitement bien. Non, un organisme, c'est une unité. C'est une énergie, en cas de maladie, même petite, une énergie perturbée. Je me souviendrai toujours de cette mère de famille, qui était une excellente mère de famille, qui avait 3-4 enfants, qui m'a amené une de ses petites, et qui m'a dit, voilà, elle a une immunité vraiment faible, elle tombe malade régulièrement, elle fait des angines très très régulièrement, etc. C'est une personne fine, donc qui comprenait bien ce que l'homéopathe recherchait. Donc elle me décrit l'angine, elle me décrit l'enfant, et je dis rien d'autre. Elle me dit, si, j'ai observé quelque chose, docteur, est-ce que j'ose vous le dire? J'ai dit, allez-y. Je sais quand ma fille va tomber malade. À ce moment-là, me dit-elle, elle n'a pas de fièvre, elle est en pleine forme, il n'y a absolument aucun symptôme, pas mal à la gorge, rien du tout. Mais alors, comment le savez-vous? Parce qu'elle devient jalouse de sa petite sœur. Donc, en tout premier lieu, il y a quelque chose dans son énergie qui s'est modifié. C'est son âme qui est malade d'abord. Vous voyez? La compréhension d'un remède, comme la compréhension d'un patient, ne se limite pas à étudier une somme de centaines de symptômes ou de milliers de symptômes pour les remèdes. Il faut donc que cet ensemble de symptômes prenne sens. Et le patient, donc, comme le remède qui lui correspond, avec lequel il est en similitude, devient alors une personne unique dans toute sa complexité. C'est pour ça que je raconte plein d'histoires de patients pour expliquer un remède. Donc vous l'avez compris, le remède, c'est le minimum le plus profond, celui qui va nous libérer, correspond non plus seulement à un tableau clinique, à une maladie, mais réellement à une identité personnelle. Et donc ce personnage est à la fois, comme je le dis, et remède et patient. Alors, je vais vous raconter une autre histoire, parce que vous en avez marre d'écouter mes réflexions, mais ça me paraissait indispensable. Alors, c'est une histoire complètement différente. Elle s'appelle Zara. Bon, donc je vais vous parler de Zara. C'est une arabe chrétienne qui nous vient du pays des deux fleuves, le Tigre et l'Euphrate, si vous vous souvenez. On est en février 2004. L'année précédente, très exactement le 20 mars 2003, qu'est-ce qui s'est passé? L'Irak est attaqué par la coalition alliée des États-Unis et de l'Angleterre. Une partie de sa famille a été décimée dès les premiers jours du conflit, sous les bombardements, dont un demi-frère qu'elle adorait. L'autre frère ayant pris immédiatement, lui, le chemin de l'exil. Et seule ma patiente avait décidé de rester à Bagdad, sur place, au chevet de sa vieille mère, atteinte de maladie d'Alzheimer. Donc, elles ont vécu, les deux femmes, une année terrible sous les bombardements, coincées dans leur petit appartement au centre de Bagdad. La maman avait fini par succomber, puisque une bombe est tombée sur une partie de leur immeuble, et elle a succombé de frayeur, de peur, que sais-je. Et donc, ma patiente, Zara, s'est retrouvée toute seule. Elle a alors décidé, elle aussi, de s'exiler, et elle a pu sortir du pays grâce à l'aide d'un ami journaliste, elle-même donc étant journaliste. Elle a 43 ans,
Elle a fait une partie de ses études aux États-Unis et l'autre partie à Paris. Puis elle est rentrée au pays et elle est devenue correspondante, journaliste, donc correspondante pour différents journaux internationaux. Et donc, qui vient me voir à la consultation par sa sœur, que je soignais déjà, une femme détruite par un destin funeste. Elle a quelques troubles fonctionnels, mais vu les circonstances, c'est pas bien important. Elle n'a plus de règles, bien sûr. Elle a des cystites récidivantes, enfin, elle a plein de petits ennuis comme ça. Mais si elle vient, surtout, c'est pour un état général déficient, et le mot est faible. Une fatigue extrême et un état dépressif dont elle n'arrive absolument pas à sortir. Elle est en plein syndrome post-traumatique. Ce qui l'inquiète beaucoup, une partie d'ailleurs de la consultation se fera sous les pleurs, ce qui l'inquiète beaucoup, c'est surtout sa perte de capacité intellectuelle. Elle qui est quand même une intellectuelle, une journaliste qui écrit, etc. Et deuxièmement, sa mémoire complètement défaillante. Elle est dans l'impossibilité de se raccrocher à son métier de journaliste international. Et là, je vais vous lire ses propos tels quels. « Où est Zara ?» me dit-elle. « Je n'arrive plus à écrire. Ce n'est pas moi cela. J'ai toujours rédigé facilement. J'aimais la vie, j'étais solide, optimiste. On m'appelait Mère Teresa parce que j'avais l'habitude de me pencher sur le chagrin des autres. J'ai tout perdu, ma famille, ma confiance en moi, la joie, mon cerveau. Vais-je rester définitivement ainsi comme une larve ? » Moi, je ne faisais que écrire à toute allure ses propres paroles. Outre mon métier passionnant, j'étais en train d'écrire une thèse de doctorat en sociologie. Je suis totalement incapable de la reprendre. Je suis triste pour moi-même. Et, d'une manière un peu orientale de parler, pitié pour Zara. Zara est finie. Et si j'étais devenue idiote, comme ma mère, que faire de moi dans l'avenir ? Et si j'avais envie de me suicider, c'est peut-être la meilleure solution. J'ai pas d'enfant, une partie de ma famille est déjà partie. Elle a peur de son propre dérapage et me dit imaginer que les autres s'aperçoivent de sa déchéance. Je deviens paranoïaque. Je rumine constamment sur mon état de délabrement, tant physique que psychique. Je m'apitoie sur moi-même. Je me flagelle. Et si au moins j'arrivais à lâcher prise, à pleurer, non. Je suis bloqué. Rien ne sort, pas une larme. Je suis dans une complète impuissance. Dieu, donne-moi la paix de l'âme. Donc elle craint le futur, elle rumine sur son état, elle s'apitoie sur elle-même, elle est incapable d'exprimer son émotion et de pleurer. Tous ces symptômes là, que je viens de vous citer se trouvent dans la matière médicale telle qu'elle. Donc je ne fais pas d'extrapolation. En plus, on est dans un contexte post-traumatique. Là aussi, il y a des remèdes spécifiques post-traumatiques selon le type de traumatisme. Donc chez elle, il y a une espèce de fêlure profonde, définitive, avec un point d'interrogation. Et j'ai l'image de ce qu'elle a vécu, ces immeubles de Bagdad, sous la mitraille, qui se fissurent et s'écroulent. Et je trouve une espèce de ressemblance entre l'image
que j'ai de ce qu'elle a vécu ou qu'elle m'a décrit et ce qu'elle me dit d'elle-même. Il y a chez elle une profonde fissure. Et donc pour moi, le remède s'impose. J'y ajoute les symptômes physiques d'aménorrhée, etc. qu'elle a. Dans ce remède se trouvent également ces symptômes physiques. Et donc, je vais lui donner un remède minéral qui s'appelle Natrum silicicum. Elle va, dans les 15 mois qui suivent, recevoir 4 doses de ce remède. La première prise va améliorer son moral. Dès le 10e jour, elle va pouvoir pleurer. Formidable. J'ai pleuré un bon coup pour une fois, pendant quelques heures. Et donc il y a un début de libération. Et progressivement, au fil des mois, elle va retrouver une certaine joie de vivre. Et surtout, elle dit, je récupère ma tête. Reviennent son acuité intellectuelle, sa mémoire, sa motivation. Elle commence à pouvoir reprendre son métier d'écriture et de journalisme. Et un jour, c'est la dernière fois que je l'ai vue, parce qu'après, elle est partie au Canada, elle m'a dit, je suis sauvée, je suis redevenue moi-même, c'est-à-dire l'éternelle battante, pleine d'idées et de projets. Et elle ajoute cette jolie chose, par mon sommeil et dans mes nombreux rêves, tellement signifiants, je pense avec A, toutes mes blessures passées. Et depuis lors, donc, depuis 2006, je reçois régulièrement de ses nouvelles par sa sœur, qui me dit qu'elle va très bien, elle a émigré au Canada, et elle a une vie professionnelle qu'elle a retrouvée et qui la passionne. Alors, une réflexion se pose. J'ai donné ce remède uniquement sur les symptômes qu'elle m'avait donnés, que j'ai retrouvés donc dans la matière médicale de ce remède qui a été expérimenté. Je ne veux pas entrer dans les détails de... Qu'est-ce que c'est Natrum silicicum? C'est le silicate de sodium. Et qu'est-ce que c'est le silicate de sodium? On l'appelle le verre liquide. À quoi sert le verre liquide? Il aide à l'étanchéité. Il colmate les fuites dans les joints, les fissures, les brèches. C'est lui qui a été utilisé à Fukushima. C'est comme ça qu'on a pu réparer les fuites et les brèches. Et je vous laisse juste cette réflexion, qui est aussi une réflexion personnelle quand même. C'est assez étonnant. Je donne un remède de manière très technique, je dirais, c'est-à-dire en m'appuyant sur les symptômes de ce qu'elle m'a dit, que je retrouve dans les matières médicales, c'est-à-dire que je retrouve dans les traités qui concentrent toutes les expérimentations. Et je tombe sur ce remède qui, chose absolument extravagante, correspond à son destin tel qu'elle l'a vécu. Ce qui est sûr, si vous voulez, c'est que 10 individus subissant les mêmes circonstances traumatisantes que ma patiente ne vont pas tous développer la même symptomatologie, ne vont pas tomber malades ou avoir une dépression de la même manière. Et c'est la différence. Là, on est dans la spécificité de la personne, elle a réagi comme ça. Ça a donné telle et telle manifestation. Alors que tout qui dévale un escalier présentera les mêmes symptômes. Vous voyez la grande différence qu'il peut y avoir. Donc nous naissons, moi personnellement j'en suis convaincu, avec notre talon d'Achille.
notre talon d'Achille spécifique, notre fragilité originelle, si vous voulez, notre précarité originale, notre précarité singulière, que signe, tant sur le plan physique que mental, le remède constitutionnel, le si minimum qui nous convient. Est-ce que vous voulez encore une autre histoire? Ai-je le temps? Oui. J'ai intitulé cette histoire « L'histoire d'un sacré zozo doublé d'un affreux jojo ». C'est un bébé qui, à peine né, souriait et riait déjà. Il éclatait de rire, il était d'une forme éblouissante, tout se passait bien, il était heureux. Sa mère l'adorait, l'accouchement avait été une simple formalité. Il ne pleurait pas, il tétait à l'heure, il était goulu, et puis il se remettait à jouer, à babiller et à se marrer. Il était hypertonique, ce qui est un peu dur pour les parents. À 8 mois, il se mettait déjà à marcher. Incroyable son énergie. Il invente des cabrioles, s'il chute, s'il se fait mal, ça le fait rire, il ne pleure pas. Il tombe souvent parce qu'il est très maladroit. Dès 18 mois, il faut le dire quand même, il découvre le plaisir solitaire. Il commence à se caresser. Ce qui ne le lâchera pas avant la haute adolescence. En début 98, il a 5 ans, une petite sœur vient d'arriver et il est content. Il va avoir de la compagnie. Hélas, un mois plus tard, la catastrophe arrive. Pour la première fois, les parents avaient décidé qu'ils allaient sortir tous les deux et qu'ils allaient confier à un babysitter l'enfant, les enfants. Donc c'est la première fois qu'ils osaient faire ça. Et ça a été la catastrophe. Notre Zozo, si vous verrez pourquoi je l'appelle Zozo, tombe dans l'escalier, coma, il s'est fracassé la tête. Les parents rentrent en catastrophe. Il va à Saint-Antoine, il est somnolent, il vomit, urgence, hôpital Trousseau. Il n'est pas vraiment dans le coma où il en sort rapidement, mais il est bizarre, il ne parle pas, il est comme absent, il ne reconnaît pas sa mère. On tente de le faire marcher, il titube complètement. Ah oui, c'est ça. Et c'est là qu'il va tomber dans le coma. Donc en fait, il ne tombe pas tout de suite dans le coma. Hôpital Necker, c'est un hématome sous-dural inaccessible à la chirurgie. Et vous connaissez le franc-parler, la haute psychologie des médecins. On dit aux parents, ça passe ou ça casse. Il revient à lui au bout de plusieurs heures, il reste en observation pendant 3 jours, il est toujours un peu sidéré, un peu absent, à moitié somnolent, et on le renvoie à la maison en disant, écoutez, on ne peut rien faire, à la moindre alerte, vous nous le ramenez. Et en fait, Jérémy, tel est son nom, ne rentrera en classe que 6 mois plus tard, à la rentrée donc de septembre 98. Mais du jour de sa sortie de l'hôpital, il ne sera plus jamais le même. Fini l'enfant tonique, fini l'enfant joyeux, il est devenu autre. Et il va le rester jusqu'en avril 2010, c'est-à-dire 12 ans après, pendant 12 ans.
Pendant des mois, donc, il ne marche pas droit. Il met sa cuillère à côté de la bouche. Lui qui était l'acrobate, le grimpeur, il ne peut plus. Il a des vertiges, il est fatigué en permanence. Il a attrapé un tic, il joue constamment avec un petit bonhomme en plastique dans sa main. Et plus tard, jusqu'à l'âge de 17 ans et de la libération, ce petit objet en plastique va être remplacé par un crayon, mais c'est presque 24 heures sur 24 qu'il a ce tic de rouler un crayon dans ses doigts. Et cet enfant joyeux est devenu définitivement maussade, irascible, colérique, très colérique. C'est plus le même. Ce n'est plus mon petit garçon, comme dit la maman. Il s'est mis, c'est pour ça que je l'appelle Zozo, il s'est mis à zozoter. Et ça aussi, il va le faire pendant 12 ans jusqu'à la libération en avril 2010. Il n'est plus vif d'esprit comme il l'était, il est beaucoup moins performant à l'école. Il devient querelleur, brutal, meneur pour tous les mauvais coups. Et ça tourne très facilement à la violence. Au fil des ans, ça ne s'améliore pas. Il est insupportable pour lui de rester seul, même dans une pièce. Donc il suit toute personne, même dans la pièce, pour ne pas rester seul. Les portes doivent rester ouvertes. Il ne supporte plus l'obscurité. Bien sûr, ses résultats scolaires sont catastrophiques. Lorsque la famille part en promenade, il a tendance à fuguer. Il disparaît, on met un temps fou, il s'échappe. Mais un temps fou à le retrouver. Et lui, le grand frère adorable, qui aimait sa petite sœur, il va prendre sa petite sœur en grippe. Et il va exercer vis-à-vis d'elle une réelle cruauté. Tout ça dans le dos des parents, bien sûr. On ne peut pas le laisser avec la petite 5 minutes dans une pièce. Il va la faire souffrir de 1001 manières. Et cette situation se perpétuera aussi avec la petite sœur jusqu'à l'aube de ses 17 ans. Un jour, à la mer, il tente de la noyer. Les parents sont loin, la petite ne sait pas nager, et c'est au tout dernier moment qu'on rattrape. Il a tenté de la noyer. Une autre fois, il la suspend du haut du balcon, à l'extérieur. Donc il a des envies assassines. Il va faire toutes sortes de bêtises pendant son adolescence. Et bien sûr, il va trouver les pires des copains et il va devenir un peu racketteur. Et son activité libidinale est toujours présente. Donc ses fréquentations sont de plus en plus mauvaises. Il est devenu injurieux avec ses parents, sarcastique, d'une totale insolence, même avec les professeurs. Il fait ses coups en douce. Il est d'une extrême fainéantise. On le voit passer, c'est Gaston Lagaffe. Là, il n'est plus non seulement Zozo, mais il est aussi Jojo. L'affreux Jojo. Il passe sa vie à jouer sur des jeux médiévaux sur sa console. Et aussi à manger des tonnes de bonbons et de biscuits qu'on retrouve en quantité sous le lit et qui fait qu'il va devenir obèse. C'est le grand bêta. C'est l'idiot. Assis, il se balance constamment. On évoque un début d'autisme. Avec sa petite sœur, il est toujours aussi brutal. Il répète « je vais la tuer ».
ça le fait mourir de rire de voir sa sœur malade et dans la souffrance. En fait, sa petite sœur a une grave maladie dont elle s'est sortie, et donc subir beaucoup de soins, ça a été très très douloureux pour elle. Et lui, quand il voit sa petite sœur souffrir, ça l'amuse beaucoup. Il se fiche en fait intégralement de tout. À 15 ans, il va faire une tellement grosse bêtise, vol avec effraction, qu'il va se retrouver au commissariat, bien sûr. Et là, devant les policiers, il se montre méprisant, plein d'aplomb, pas du tout peur des policiers, à mentir et sans aucun remords. Il finit par avouer ses méfaits, mais il refuse de demander pardon à ses parents qui pourtant, dans l'histoire, parce qu'il y a plusieurs effractions, et entre autres une effraction chez les parents, et les parents y ont perdu toutes leurs économies avec la bande de copains. Et il dit à ses parents, j'ai eu de la peine du mal que je vous ai fait, mais cela n'a duré que 5 minutes, mot pour mot. Il a très peur, par contre, des représailles de la bande, des copains, parce qu'il a fini par les trahir. Il a donné des noms. Et donc, la police insiste beaucoup, il faut quitter Paris absolument, il est en danger. Et donc, on le met en pension en province, dans une belle pension chic. Il est suivi par une pédopsychiatre qui est totalement dépassée. Mais en pension, là, rien ne s'améliore. Il perturbe la classe par ses pitreries, il fait le mur, il fume du shit dans la cour de l'école, pas derrière le mur. Rien ne semble le toucher. Et ses copains le surnomment le gibon, c'est vous dire. Il a pris encore du poids. Il passe son temps à enquiquiner les autres. Et bien sûr, il n'a pas d'amis. Et donc, en tout début 2010, le proviseur envisage de l'exclure de l'établissement. Et donc, c'est à ce moment-là que la maman, en désespoir de cause, vient me consulter. Et je passe 2 heures avec la maman pour parler de Jérémy. Et je prescris un remède exactement le 2 avril. Il a à peine 17 ans. Et pour moi, c'est un des plus grands miracles de l'homéopathie que j'ai pu observer. Dans le mois qui a suivi, il arrête de zozoter. Il se met à parler tout à fait correctement. On n'imaginait même pas qu'il savait parler correctement. Il ne parlait qu'avec 100 mots de vocabulaire. Il redevient gentil, doux, même avec sa sœur. Les professeurs ne comprennent rien. En 2 mois, il va rattraper tout son retard scolaire de l'année. Et il va donc pouvoir passer en seconde l'année suivante. Il a arrêté de se gaver de sucreries. Il perd ses 10 kilos dans la foulée. Il redevient ce qu'il était jusqu'à l'âge de 5 ans, c'est-à-dire un enfant intelligent, l'esprit fin, à la répartie vive et même franchement drôle. Il s'amourage d'une jeune fille tout à fait sérieuse, pleine de maturité, dont il suit les conseils. Il se met à composer de la musique, il s'inscrit au théâtre du lycée, il passe son BAFA et il s'occupe donc des jeunes à chacune de ses vacances. En terminale, il se passionne pour la philosophie. Et comment ça se termine?
nous avons affaire à un beau jeune homme d'1,82 m, souriant, réfléchi, plein d'humour, un peu loufoque, un peu malicieux, dont on sent quand même qu'une part de lui est ailleurs. C'est quand même un personnage. Il est un peu sur une autre planète. Je vous passe le follow-up complet. Il va entamer plus tard la philosophie, il aura sa licence de philo et il acquérera une grande maturité. Donc vous voyez là un remède, vous voyez la puissance plutôt que peut avoir un remède lorsqu'il est parfaitement ciblé. La puissance, il agit en fait sur l'énergie de la personne et il permet à la personne de retrouver son chemin normal. Ouais. Le remède Camphora. Je crois que ça n'a pas d'intérêt ici de parler des dilutions. Je veux dire, vous savez, il y a trop de questionnements sur les dilutions. En homéopathie, on ne donne plus une chimie. Il n'y a plus de chimie. À partir du 9CH, il n'y a plus que de l'énergie. Et en fait, vous devriez comparer les dilutions possibles qui vont de 5CH, 9CH, 30CH, puis alors des Korsakoff, où on peut monter à 10 000, 50 000, 100 000, etc. Vous devriez comparer ça à des longueurs d'onde, en fait. Quand vous êtes sur votre radio, Europe numéro 1, vous cherchez et vous tombez sur la bonne longueur d'onde. Et en fait, vous avez des remèdes qui ont une action beaucoup plus profonde avec une 15CH qu'avec une 10 000. Dire une 10 000 est plus forte qu'une 15CH, c'est faux. C'est une question de trouver l'énergie qui correspond à la personne. Cette énergie, d'ailleurs, peut changer au fil du temps. Vous comprenez, hein? Donc, ce n'est pas nécessairement parce qu'on donne une très haute dilution qu'on agit de manière beaucoup plus profonde et efficace. Il y a certaines règles, on peut dire que quand même, mais ça c'est la physique quantique, là j'ai parlé avec le professeur Marc-Henri, professeur de physique quantique à Strasbourg, qui maintenant travaille dans la compréhension de l'homéopathie, et qui m'a expliqué que du point de vue quantique, il est logique qu'une très très haute dilution soit plus puissante et plus efficace qu'une faible dilution. Mais il n'empêche, on est dans de l'énergie. Je vais conclure. Je suis content d'avoir pu vous raconter 3 histoires. Bon, je pourrais vous en raconter encore d'autres, mais je crois qu'elles sont assez illustratives de mon propos. Donc, si vous voulez, l'infinie complexité de la nature humaine ne peut que nous interroger. Et moi, je m'étonne en fait que le monde n'aille pas plus mal encore. Vous allez me dire, il va déjà pas mal. Que tant d'êtres humains, mus par tant et tant d'idiosyncrasies différentes, puissent cohabiter, c'est quand même votre cas là. Déjà ça, je trouve ça merveilleux. Peut-être est-ce ça quand même, chez nous ça le reste, peut-être est-ce ça la vraie civilisation, c'est-à-dire la capacité de l'individu de faire fi de sa dissemblance et de sa particularité, et Dieu sait que nous sommes tous très différents, pour pouvoir se fondre dans le projet commun auquel il adhère. Ça doit être ça la civilisation. Comment accepter l'autre et jusqu'à quel point? Comment? Alors là, vous allez voir, je fais l'analogie entre le patient et le remède qui lui correspond. Hein, donc je vais parler
je vais parler de patients sépia, par exemple, je vais parler de patients calcarea, vous voyez. Comment une anémone pulsatile, pulsatila, c'est le remède en homéopathie, peut-elle cohabiter avec un mercurius, si ce n'est dans un rapport de soumission malheureux, ou alors sadomasochiste. Que fait un tuberculinum avec une calcarea fluorica, si ce n'est de s'étioler ou alors de vivre à mi-temps une autre vie discrète? Et que dire d'un magnésia muriatica qui est confronté à un fluoricum acidum ou à un alietus, là, par exemple? Le clash, tôt ou tard, va se produire. Les problématiques intrinsèques, si vous voulez, des uns et des autres sont tellement différentes qu'un rapprochement, même momentané, est déjà un petit miracle. Je pourrais vous citer 100 autres exemples, et moi ça m'a toujours beaucoup intéressé, amusé, de voir les familles, si je connaissais un peu les différents membres du point de vue homéopathique, en trouvant comment fait-elle pour s'accommoder avec lui, construire une famille, comment ça se passe-t-il? Je comprends qu'ils aient tels ennuis, telles difficultés. Ils ont tenu 20 ans, 25 ans, c'est le clash, ça paraissait inévitable, vu d'un point de vue simplement de la spécificité des êtres. Et ainsi va le monde depuis les origines. L'un n'est jamais assez aimé pour trouver son équilibre et finit par tomber malade. Amour, amour, j'en ai besoin. Un autre ne trouve sa résolution que dans le don à autrui, alors que son voisin, lui, n'imagine même pas la souffrance alentour, n'en a rien à fiche. Un tel passe sa vie à vouloir prouver qu'il a de la valeur, l'autre qu'il est par nature au-dessus du lot et qu'il lui importe de l'exprimer, de le manifester, de l'afficher. Il y a le pervers, il y a le narcisse, il y a le dictateur, il y a le ou la putain, il y a le menteur, il y a le pigeon, il y a le bonhomme, il y a l'idéaliste, il y a le naïf, il y a le violent, il y a le fourbe, il y a le satisfait, il y a l'insatisfait, il y a l'aquaboniste, il y a l'opportuniste, le stratège, le lâche, le conquérant, le trompe-la-mort. 1000 et 1000 facettes nous donnent à voir la diversité, l'intelligence du monde. Essayons de ne pas l'oublier. Voilà. Est-ce que tu as pu faire un rapprochement? Enfin, j'ai été frappé dans le premier exemple, le remède c'est l'aigle. Bon, c'est bon. Est-ce que c'est un symbole qui est superbe et qui est très parlant, mais un rapprochement entre la symbolique des animaux ou des plantes et les vertus qu'elles peuvent avoir? Alors, on se méfie beaucoup. C'est vrai qu'on peut faire des rapprochements. C'est évident, d'ailleurs, vous l'avez vu dans les exemples que je vous donnais. Mais on se méfie beaucoup de rester dans les règles et la doctrine homéopathique, qui est une médecine totalement scientifique, puisqu'elle n'est basée que sur de l'expérimentation, avec des symptômes. Et il ne faut pas non plus s'égarer trop, et il ne faut pas confondre le principe d'identité de Paracels avec le principe de similitude d'Hahnemann. Ça n'a rien à voir, en fait.
Paracel, c'était pour le foie, il faut donner de la chélidoine. Pourquoi? Parce qu'il y a du jus à l'intérieur qui est jaune, c'est la couleur de la bile, et donc ce sera bon pour le foie. Ça, c'est Paracel. Non, en homéopathie, on ne fonctionne pas du tout comme ça. Je crois répondre à peu près à ta question. Oui, mais effectivement, il y a quand même, quelquefois, ça nous surprend. Regarde le silicate de sodium. Oui, bah c'est aussi. Moi, j'ai été stupéfait. Je veux dire... oui, son rôle de... c'est juste une observation qu'on fait. Colmatage, en fait. Tiens, tu m'avais demandé de l'eau, je t'en amène. Voilà. Donc le temps de te laisser boire. Donc là, on a de superbes exemples de réussite, de transformation. Est-ce que, honnêtement, tu peux nous donner quelle est la proportion d'échecs et de succès? Non, mais pas, parce qu'il doit y en avoir, j'imagine. D'abord, ça se fait souvent. Bon, bien sûr, si je viens vous faire une conférence ou si je raconte dans un bouquin, vous aurez peut-être l'impression que c'est la victoire absolue, constante, etc. Non, simplement, ça n'a aucun intérêt que je vous raconte tous mes échecs. Ça n'a aucun intérêt même que je vous raconte tout mon labeur. Hein? Et souvent, on peut aller d'autant plus loin qu'on a du temps, qu'on a la motivation du patient, et je rajoute dans mon cas, ça ne se pose pas, qu'il y a aussi la motivation de l'homéopathe. Bien sûr. Ouais. Mais si on ne se contente pas, moi il m'arrive par exemple que des patients viennent pour une chose précise, j'arrive à les débarrasser avec un remède similé, mais par les quelques questions que je leur pose, par ailleurs j'essaie d'être le plus complet possible, ils se disent tiens, pourquoi est-ce qu'il s'intéresse à ça? Qu'est-ce que ça lui importe que je lui raconte de ma profession, que je lui parle de mes rêves, tout ça? Et il est éveillé. Et donc il a envie de suivre l'homéopathe qui veut élargir pour aller plus en profondeur. Le champ. Ok, une autre question qui sort un petit peu du sujet, mais que je me suis posée. Est-ce que, là on n'est plus dans le chemin de vie, on est dans les symptômes, mais est-ce que l'homéopathie uniciste a par exemple de bons résultats pour des maladies assez, qui se généralisent, comme l'Alzheimer, le Parkinson, etc. On est en pleine recherche. D'accord. Mais ça veut dire qu'il y a quand même des résultats ou qui sont encourageants? Début de commencement de résultats, et c'est ce qui nous pousse à expérimenter de nouveaux remèdes. D'accord. Nous apercevons que dans le champ de ceux qu'on a, on n'a pas nécessairement ceux qui pourraient peut-être atteindre ces maladies. Mais effectivement, l'Alzheimer, le Parkinson, la maladie de Charcot, et même le cancer, sont très difficilement atteignables actuellement par l'homéopathie. Pour le cancer, c'est différent. Nous n'avons aucune expérience en tant qu'homéopathe français ou européen, parce que la faculté nous interdit d'investiguer, de soigner par homéopathie. D'accord. Donc on n'a même pas la possibilité. Mais les Indiens, chez qui, vous savez qu'en Inde, il y a 3 formes de médecine, un tiers. Allopathie, médecine ayurvédique et homéopathie. Donc il y a des millions et des millions de gens qui ne se traitent qu'à l'homéopathie. Et le ministère de la Santé, d'ailleurs quand il y a des grands congrès à New Delhi d'homéopathie, la salle du gouvernement nous est allouée. C'est-à-dire, et donc le ministère de la Santé fait des statistiques comme seuls ils peuvent le faire sur des millions d'individus, sur 10 ans, etc. Il y a eu une énorme étude qui a été faite sur 10 ou 15 ans, soins de cancer par homéopathie, soins de cancer par l'allopathie. Résultat équivalent avec un tout petit peu d'avantage de l'homéopathie. Donc ça veut dire que ces possibilités existent. Je connais des vétérinaires qui ont soigné des cancers chez des animaux. Mais nous ne pouvons pas le dire, déjà, et surtout, nous ne pouvons pas le pratiquer. Nous pouvons éventuellement accompagner sur le côté des patients.
D'accord. Enfin, une quatrième question que j'ai. Donc, j'ai bien aimé ce terme de notre précarité, ce que tu appelles notre précarité, c'est-à-dire qu'on vient ici avec une difficulté principale, Voilà. etc. Bon, moi, je pense que justement, si on vient, c'est pour régler une difficulté. Bon, ça c'est ça suppose. Oui, non, mais ça suppose de croire en la réincarnation, etc. Bon, ce qui n'est sans doute pas le cas de tout le monde, mais moi je suis convaincu qu'on était là avant et que je reviendrai. Et ma question c'est, est-ce qu'on ne perd pas l'apprentissage de ce qu'on a précisément à transformer à partir du moment où ça vient par une substance extérieure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas toute la démarche de conscientisation? Je me suis posé beaucoup la question. Ouais. Et je me suis rendu compte que ça éveillait justement la conscience. Ah, d'accord. Ben, c'est ça. Ça, c'est une observation que j'ai faite, c'est que tout à coup, d'ailleurs, j'ai eu ça 2 fois, 2 psychanalystes, tout à fait classiques, que j'ai soignés puis qui ont envoyé du monde, et qui m'ont dit, mais vous savez, un remède très profond, c'est incroyable, on gagne 5 ans de psychanalyse. Ah oui. Donc, en fait, des psychanalystes qui suivaient eux-mêmes une psychanalyse et qui disaient qu'ils avaient qui avaient déjà été psychanalysés et qui étaient eux-mêmes psychanalystes, thérapeutes. Donc, c'est comme si ça éveillait, mais ça, j'ai observé, c'est comme si ça éveillait un peu la conscience. Quel remède faut-il quand il faut faire tant d'efforts pour se concentrer? Il n'y a pas une réponse. Non, il doit y avoir, je sais pas, 400, 500 remèdes. Voilà, c'est possible. Donc, Dominique, il faudra consulter. Bonsoir, j'ai beaucoup aimé la conférence. Et j'ai une question, je me demande depuis tout à l'heure, entre le travail de M. Hahnemann et donc l'homéopathie et son fonctionnement, est-ce que c'est le même type de fonctionnement ou c'est tout à fait différent avec le travail du docteur Bach et les fleurs de Bach? Oh, ça n'a rien à voir. Encore que Bach était homéopathe. Il faut savoir que Bach était homéopathe et qu'il a son propre génie. Il a eu cette inspiration de se servir de 39, je crois, fleurs pour aider les gens. Et c'était vraiment de l'inspiration, j'aurais tendance à dire que c'est presque d'inspiration divine. Mais Bach lui-même le disait, mais malheureusement c'est complètement dévoyé à l'heure actuelle. Il disait lui-même, ce sont des remèdes ponctuels, circonstanciels, s'ils sont bien ciblés, sont d'une grande efficacité, mais ce ne sont pas des remèdes de fond, ce n'est pas des remèdes qui peuvent travailler sur la durée. Or maintenant, partout, les gens, les pharmaciens vendent des fleurs de Bach et les gens prennent ça à longueur d'année. C'est pas du tout, il faut lire les textes de Bach lui-même. Hein. Il précisait bien, parce qu'il connaissait l'homéopathie. Donc, quelque part, c'est complémentaire. On peut le dire, oui. C'est-à-dire que vous avez un gros choc, un gros conflit, une situation dramatique, etc. Vous avez une fleur de Bach qui peut correspondre, qui va vous aider énormément, c'est sûr. Mais c'est ponctuel. Bon. Je connais quelqu'un qui est bipolaire et qui doit prendre, assez jeune, 30 ans, et qui doit prendre des médicaments qui l'ont fait beaucoup grossir, et puis on lui dit à vie. Et puis elle est suivie psychiatre. Typiquement, oui. Est-ce qu'elle pourrait avoir de l'homéopathie en plus, et est-ce que ça pourrait agir? Parce qu'il n'est pas question qu'elle arrête ses médicaments actuellement, parce que chaque fois qu'elle arrête, c'est... Alors, c'est une bonne question, parce que vous vous trouvez dans cette situation-là pour la psychiatrie, mais vous pouvez vous trouver dans la même situation par rapport à une maladie grave où la personne ne peut pas, comme ça, du jour au lendemain, arrêter la cortisone, par exemple. Donc, vous êtes obligé d'embrayer en homéopathie, alors qu'il y a un traitement allopathique à suivre. Et donc, on s'est aperçu que l'homéopathie travaille sur un niveau tellement différent qu'on peut agir malgré certains traitements allopathiques. Le problème de la bipolarité, c'est que pour faire un travail sérieux, c'est très difficile. Il faudrait un suivi de la part de la personne, c'est-à-dire une motivation
et par définition, ces patients ne sont pas souvent très motivés pour pouvoir aller en profondeur. Oui, bonjour. Moi, j'ai une question par rapport à l'aspect génétique. Enfin, on est avec une fréquence ou une longueur d'onde qui peut se modifier avec le temps. Et en fait, étant donné que vous suivez des familles, est-ce que vous trouvez qu'il y a je sais pas, des corrélations ou des prédispositions à la naissance sur l'enfant qui naît, quand vous connaissez les souches des deux parents? Est-ce que l'enfant pourrait être tel type de correspondre. souche, oui, voilà, tel type de souche en fonction des souches des parents, ce genre de choses. Ça arrive, mais c'est rare. C'est exactement du même ordre que vous avez de temps en temps, vous êtes étonné, vous voyez le père, vous voyez la mère, et puis vous voyez des clones. Il y a 2, 3 enfants qui ressemblent de manière incroyable aux parents. C'est un peu du même ordre. Mais la plupart du temps, non. Donc c'est la loterie génétique. C'est la loterie. Oui, enfin, je veux dire, il n'y a pas de prédisposition. Enfin, pour rebondir sur la réincarnation ou quelque chose comme ça, si l'enfant n'est pas par hasard. Ça, moi, je ne peux pas rentrer dans des considérations aussi. Pour reprendre l'exemple d'un atrome silicatum, est-ce que ça veut dire que tant que cette patiente ou ce patient n'a pas reçu ce remède, il restera dans la même ligne de fragilité, avec la même destinée? Ah, c'est une question très philosophique là, que tu poses. Effectivement. Bon, moi, ce que j'observais chez cette patiente, c'est qu'elle avait une fragilité, il y avait en elle une fissure, et c'est ce remède qui convenait. Alors, est-ce que c'est réactionnel? Est-ce que ce remède est le remède qu'il lui fallait, vu ce qu'elle avait vécu, ce syndrome post-traumatique, ou est-ce que c'est vraiment son remède si minimum pour de toute autre circonstance? Et c'est là que je suis déçu, mais pas pour elle, mais c'est qu'elle est partie au Canada. Et moi, c'est quelqu'un que j'aimerais pouvoir suivre pendant 10 ans, 15 ans, pour voir si ce remède continue à être son bon remède ou s'il faut passer à autre chose. Et ça, j'ai pas de réponse. Donc une autre question en ligne, c'est Delph21 qui demande un conseil pour substituer le méthylphénidate, c'est-à-dire la ritaline pour le déficit de l'attention. C'est-à-dire, est-ce qu'on, dans des cas de déficit d'attention pour lesquels... Ah oui, ça c'est un domaine que nous abordons. Voilà. Non, est-ce qu'il y a des... C'est pas la ritaline, c'est l'allopathie. Oui, ce que je veux dire, c'est que quelque chose qui se... c'est un domaine que nous abordons beaucoup, parce qu'il y a beaucoup d'enfants agités maintenant. Et c'est un domaine qui nous intéresse. Je ne suis pas le seul intéressé. Il y a beaucoup d'homéopathes intéressés. Et nous avons parfois des résultats tout à fait surprenants et où on peut complètement arrêter la ritaline et rééquilibrer les enfants. C'est très intéressant comme idée. Voilà. Et pour répondre à cette personne, est-ce qu'il y a des endroits où on peut consulter ses études, où il faut qu'il se rapproche de son homéopathe uniciste? Est-ce que tous les homéopathes sont informés de ce type d'études, ou est-ce que c'est que les unicistes, ou que certains parmi les unicistes? Si vous voulez, quand on parle de homéopathie uniciste, ça signifie une seule et unique chose, c'est on donne un remède à la fois. Voilà. Et c'est sûr que notre exigence est plus grande que les homéopathes qui font du pluralisme et qui en général vont donner un remède pour le foie, un remède pour le chagrin, un autre remède pour le rhumatisme, et qui font des similitudes partielles. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas de résultat, mais c'est des similitudes partielles. Plus on monte haut dans la hiérarchie, mieux on guérit, et plus profondément on guérit. C'est ce que j'ai répondu à la question. Je crois, oui. Oui, tout à fait. Oui, vous savez, parfois, l'homéopathie est décriée en disant « mais non, ça ne fonctionne pas bien et tout », mais on dit que c'est plutôt parce que ce sont des gens qui ont trop de toxicité et qu'à ce moment-là, ça ne pouvait pas... Trop de toxicité? Oui, en eux, trop de toxicité. Est-ce que vous croyez qu'il y a un lien ou pas du tout?
Je crois qu'hélas, actuellement, nous avons tous trop de toxicité en nous. Et que ça peut marcher. Vous savez que le glyphosate, Oui, c'est vrai. on avait demandé à des gens célèbres s'ils voulaient bien qu'on analyse leurs urines pour voir. Celle qui en avait le plus, c'était Johnny. Enfin, tout ça pour dire quoi. La toxicité, on est dans un monde de toxicité. Oui, bah parce que ça marche, ça fonctionne bien sur les petits enfants qui sont peut-être moins, enfin, bon, avec moins de toxicité, ou sur des animaux aussi qui ont parfois moins de toxicité. Pour vous, il n'y a pas trop de lien. C'est ça. Ah, que la toxicité empêche. Oui, c'est sûr que si vous avez affaire à quelqu'un qui est complètement camé, qui est sous héroïne, ou même un alcoolique dépassé, ça devient difficile de le traiter. C'est sûr, c'est comme par exemple pendant les chimiothérapies qui sont vraiment le comble de la toxicité. C'est vrai que les remèdes homéopathiques marchent moins bien. Et donc on doit les donner de manière répétée, ponctuelle, etc. Quand vous êtes sur le maximum de similarité, vous avez Oui. appris un terme, donc tout en haut du triangle là, une personne, vous l'associez à un remède, mais est-ce que dans le temps ça peut évoluer? Ça peut évoluer. Oui. Alors ça, c'est la grande question. Et même les homéopathes unicistes ne sont pas tous d'accord. Il y en a qui disent c'est des tranches de vie, c'est fonction, et puis ça change. Il y en a d'autres qui disent originellement, on est les trois éléments, minéral, végétal, animal, et donc on a des remèdes qui nous correspondent dans les trois règnes. Et puis il y en a des puristes qui sont peut-être un peu fous comme moi, qui après, j'ai commencé à exercer l'homéopathie en 78, je n'ose pas additionner les années, mais enfin, faites-le à ma place, et qui s'étonnent d'avoir déjà un certain nombre de patients très fidèles, qui ont eu la patience peut-être d'attendre que j'ai des vrais résultats, et m'apercevoir, j'ai quand même un bon nombre de patients chez qui j'ai trouvé le bon remède il y a 40 ans, et chez qui ce remède continue à fonctionner parfaitement. Alors c'est une réponse de Normand. Merci beaucoup Philippe, je te propose de nous dire en 20-30 secondes, je ne sais plus quel a été le premier, le second, en deux mots ce qu'il y a dedans. Si vous voulez, si vous ne connaissez pas vraiment l'homéopathie, moi je vous conseille, parce qu'il est petit, facile à lire, vous le lisez en 2 heures, de lire d'abord qu'est-ce que l'homéopathie. Pourquoi? Parce que vous allez au moins comprendre vraiment le principe. Hein, et ça répondra à peu près à toutes vos questions. Et seulement après d'aborder les 2 bouquins suivants. Un premier bouquin où je raconte 40 remèdes différents. Et 40 cas. Et 40 cas, 40 personnages, 40 ouais. Hein, et le nouveau que je viens d'écrire, où j'en ai 46, je crois, et où je me suis lâché, si j'ose dire. Là, c'est-à-dire que je me suis permis d'avoir des réflexions personnelles, de réfléchir un peu. Ok. Alors, en 2 mots pour conclure, en termes de réflexion personnelle, les attaques qui sont faites régulièrement par la médecine allopathique et par les ministères d'une façon générale par rapport à l'homéopathie, qu'est-ce que tu peux en dire? Qu'est-ce que tu voudrais dire à ce sujet-là? On vit de ces attaques depuis toujours, hein, nous. Ça vient par vagues. Ouais. Hein? Oui, le déremboursement n'a pas, j'imagine, beaucoup. Le déremboursement n'a rien changé, parce que franchement, le déremboursement de 1,75 €, c'est pas ça qui mais change. est-ce qu'il n'y a pas, au niveau de la formation chez les jeunes homéopathes, une désaffection? Il y a un petit problème, c'est que on forme encore pas mal là, dans l'institut principal en France, l'INHF, où j'enseigne, on forme pas mal de médecins. En général, les médecins viennent à l'homéopathie pour suivre les 4 années d'études. Ils viennent vers l'âge souvent vers 32, 35, 38 ans, un peu tardivement, après avoir déjà une pratique.
Donc on en forme pas mal, mais très malheureusement, je dirais que la moitié, sinon les 2/3, ne s'installent pas. D'accord. Et pour quelle Et raison? pourquoi? Parce que en tant qu'ancien, j'ai droit à un avantage, c'est que je peux être conventionné secteur 2. Donc j'ai une liberté relative, mais enfin une liberté de demander ce que j'estime utile de demander quand on passe une heure. Ils ont supprimé ça totalement. Donc les jeunes qui sortent, qui savent que pour faire de l'homéopathie, la première fois il faut 1 heure et après il faut au moins une demi-heure, ils ne peuvent pas vivre avec 23 € maintenant. C'est un peu plus, 24, je ne sais pas. Ils ne pourraient même pas nourrir leur famille, c'est impossible. D'accord, ouais. Hein? Et en plus, en tant que généraliste, puisque la moitié des médecins qui se forment en homéopathie sont des généralistes, les autres c'est des spécialistes, mais en tant que généraliste, il y a un monceau de tâches administratives qui découragent les jeunes de s'installer. Ils préfèrent faire des remplacements, travailler un peu à l'hôpital, faire du SOS, etc. Okay. Ça, c'est malheureux. Et donc, on forme des gens très bien, qui seront de bons homéopathes, et puis, tristement, on les retrouve là au coin d'une rue 4-5 ans après pour vous. Ah non, l'homéopathie, je le fais pour mes amis, je le fais pour ma famille. Mais ça suppose quand même, pour être bon, justement, d'en faire régulièrement, parce que bien sûr, les 4000, 5000 substances, au bout d'un moment, on navigue et on va plus vite. Plus on pratique, oui, c'est ça. Mieux c'est, hein, c'est sûr. Okay. Mais en plus, il y a plus. On est dans une époque différente. Nous, quand on s'est installé, ça paraissait normal. On était à 8 h du matin au cabinet. Et on en sortait à 8 h du soir, on trouvait ça normal, hein, et on travaillait toute la semaine. Maintenant, c'est plus du tout comme ça. Il faut pouvoir quand même aller au golf le mercredi matin. Il faut pouvoir rentrer à 5-6 heures pour s'occuper des enfants. Je ne dis pas que c'est mal, hein. Je dis simplement qu'il n'y a plus un investissement équivalent chez les médecins. Hein, ils veulent avoir une... Ok, très bien. Eh bien, merci beaucoup encore, Philippe. Encore quelques applaudissements pour conclure.